Laurent Bigorgne, bonjour. Vous êtes un intellectuel français. Vous dirigez l'Institut Montaigne, un think tank classé plutôt comme libéral. Ce n'est pas une injure. Vous venez de publier aux éditions Plomb, Macron et en même temps. Cet ouvrage, vous le publiez avec Alice Baudry, qui est chargée des affaires internationales à l'Institut Montaigne, et Olivier Duhamel, politologue et chroniqueur bien connu. Alors, première question, Laurent Bigorgne. On connaît votre proximité avec Emmanuel Macron, vous avez été assez proche de lui pendant la campagne présidentielle. Comment peut-on écrire un livre, ou pourquoi vous avez envie d'écrire un livre sur quelqu'un que vous connaissez si bien, et comment peut-on garder une certaine distance ? Premièrement, il faut dire les choses. Donc on a écrit dans le livre, et on écrit au seuil du livre, et Olivier et moi, un titre et un autre. C'est bien de le rappeler pour nos internautes. Exactement, vous avez raison. On connaît donc le candidat. J'ai eu, moi, à titre personnel, une proximité avec le candidat qui m'a demandé de l'aider à rédiger une partie du programme qui touchait principalement aux questions d'éducation. Oui, parce que vous êtes un spécialiste. Maintenant, le candidat est devenu président, il fait son métier de président de la République. Moi, je fais le mien. Et j'essaye de travailler avec des gens qui soit se situent dans sa majorité, soit se situent à gauche, soit se situent à droite. L'objectif de Montaigne, c'est faire progresser les politiques publiques, faire progresser tout ce qui va renforcer l'attractivité, la cohésion sociale. Donc il faut ensuite avoir sa boussole, sa déontologie, et j'essaye de m'appliquer ça chaque jour. Très bien. Donc vous penchez sur le phénomène Macron, vous rappelez un objet politique non identifié. Alors je ne sais pas si vous avez vu récemment une couverture de Marianne qui affichait une photo de Nicolas Sarkozy et de Macron avec en gros copieur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on est toujours dans une recherche d'analogie, à qui ressemble tel ou tel président de la République, est-ce que Hollande était la copie ou pas de... Avec Sarkozy, c'est quand même pas... De François. Oui, mais avec Sarkozy, il aurait dit lui-même, c'est d'ailleurs je crois un journaliste bien connu du Figaro qui l'a rapporté, Macron c'est moi en mieux. C'est vrai, il a dit ça, et vous le dites dans le livre. On le dit dans le livre, donc... Je pense que tout ça n'est pas très important. Est-ce que Macron est dans une proximité à De Gaulle ? Est-ce qu'il est dans une proximité ? Est-ce qu'il la joue, cette proximité à De Gaulle ou Mitterrand, puisqu'il se qualifie lui-même de gaulo-mitterrandien ? Est-ce qu'il est proche de vieux ? Peu importe. Comment va-t-il faire évoluer le cadre institutionnel ? C'est ça qui compte. À la fin du jour, je pense que ces proximités de caractère, de style, n'ont pas beaucoup d'importance. D'accord. Alors si, quand même, on va revenir un tout petit peu sur le style avant de s'attaquer au fond. On peut dire que Macron a rajouté un peu de sacralité au pouvoir. On peut le dire. Je ne sais pas s'il a rapporté de la sacralité. Ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'il a été très marqué par l'affaissement de l'exécutif. En tout cas, ce qu'il a lui-même qualifié d'affaissement de l'exécutif en 2007-2012, à travers un certain nombre d'épisodes, inutile de rappeler ici, entre 2012 et 2017. Et qu'il a voulu rendre à la fonction présidentielle un certain lustre, un certain poids, une certaine sacralité. Est-ce qu'il tiendra dans la durée ? C'est toujours très compliqué d'être sur des postures de quasi-vertu. On verra. Mais on peut être un peu, tout à fait, mais on peut être un peu frappé par ce décalage entre cette communication sur l'image et puis son langage. On se souvient tous, alcoolisme, illettré, il a parlé au général de Villiers en juillet de façon un petit peu abrupte quand même. Il y a eu fainéant, donc on est un peu perturbé par ce décalage. Là aussi, on y revient dans le livre, et on montre bien que le premier dérapage avait eu lieu, vous vous en rappelez, sur les illettrés de l'usine de Gade. Et ce qui nous a frappé quand on reprend les courbes de progression de l'image d'Emmanuel Macron dans l'opinion publique, c'est qu'en réalité, ce qu'on a qualifié de dérapage a été extraordinairement bien perçu par les Français. Le seul accroc... Le mot fainéant, non. Le seul accroc sondagier est venu, vous vous rappelez là aussi de cette altercation sur le t-shirt et le costard. Mais sinon, toutes, j'allais dire, les sorties verbales ou les saillies verbales de celui qui était ministre devenant candidat ont plutôt été bien perçues. J'ai envie de l'analyser un peu comme si... les gens disaient, mais il y a un parler vrai qui nous manque aujourd'hui, et on a le sentiment que Macron parle vrai. Est-ce qu'il aura la même fortune, la même confiance et bienveillance dans l'opinion ? Nous verrons. Est-ce qu'il faut en faire une méthode de gouvernement ? Moi, je ne suis pas un conseilleur, mais c'est vrai qu'en analyse historique, sur une histoire courte, on se rend compte que ça a plutôt été bien perçu et que ça a été un moteur de sa popularité. D'accord. Alors sur le fond maintenant, Emmanuel Macron se veut un réformiste. Comment vous jugez ses premières, enfin il n'y en a pas eu d'État pour l'instant, mais ses premières réformes, la façon dont il a appliqué ce qu'il avait un petit peu annoncé par des ordonnances ? De front, à la fois la volonté de tenir le budget 2017,
pour garder une prééminence en Europe. Ça lui a coûté cher sur le plan intérieur, oui. Ça lui a coûté un certain d'accro, et en même temps, ça lui donne une crédibilité vis-à-vis effectivement des pays européens qui se disent depuis des années la France n'est jamais au rendez-vous des engagements qu'elle a pris elle-même. C'est très important pour pouvoir discuter, je n'irais pas dire en situation de force, mais en bonne situation avec l'Allemagne. Et on sait qu'en Allemagne, de maintenant à décembre, il va se passer des choses autour de la création du gouvernement. La deuxième chose, c'est les ordonnances. J'entends tous les grincheux qui nous disent il fallait aller plus loin, il fallait faire ci. Personne ne l'a fait. Les ordonnances, et lui, il l'a fait. Et est-ce que vous pensez que la remontée de sa popularité récemment oui, je pense est liée à ça? Je pense que c'est lié à ça. D'accord. Les Français ont manifesté un divorce avec le monde politique plutôt qu'ils n'ont choisi Macron. C'est aussi ce qu'on montre dans le livre. Le choix de Macron, je ne vais pas dire que c'est un choix par défaut, mais ça n'était pas le premier choix des Français. Ça s'est fait comme ça, avec de la chance, avec de l'audace, avec du talent. Ça s'est fait comme ça. Je pense que les Français lui créditent de faire ce qu'il dit et de dire ce qu'il va faire. Et il le fait sur l'éducation, sujet que vous aimez beaucoup. Il le fait sur l'éducation, sur quantité de sujets. Et il y a 3 gros piliers qui arrivent de réforme: apprentissage, formation professionnelle, assurance chômage. Et on enquillera, j'imagine, derrière sur les retraites. Donc on voit que le programme est beaucoup plus consistant que ce qu'on n'a jamais fait depuis, encore une fois, des décennies. Et en même temps, si je puis dire, certains disent qu'il est un petit peu seul pour porter tout ça. Il n'y a pas suffisamment de poids politique autour de lui. Oui, mais là aussi, c'est un paradoxe, parce que ce qu'ont exprimé les Français, c'est une forme de ras-le-bol avec la politique classique, traditionnelle. Moi, je vois quoi? Je vois un ministère, des gouvernements, pardon, des ministres, au sein d'un gouvernement, décidément, qui s'entendent bien. Une harmonie gouvernementale. Je vois un maximum de discipline dans la communication, c'est-à-dire qu'on évite les déclarations à tort et à travers qui viennent brouiller le jeu, qui viennent le rendre difficile. Oui, mais vous voyez bien, quand il y a ces déclarations-là... les députés Godillot, les ministres, un petit peu... Le chacun est dans son rôle. Il y a un exécutif qui exécute, qui est piloté par un président et un Premier ministre. Il y a un Parlement qui légifère. Et on a quand même le sentiment, vous parliez de sacralité, la sacralité elle est dans la fonction, elle est aussi dans la façon de fonctionner des institutions. Et je pense qu'on ne peut pas tout critiquer et son contraire. On ne peut pas déplorer les cafouillages absolus de la période François Hollande, où on avait des déclarations à tort et à travers, y compris des conseillers, etc. Trouver des conseillers de l'Élysée qui se répandent dans les journaux, je trouve ça insupportable comme citoyen. Et en même temps, c'est ça ? Par exemple, et en même temps constater et donc déplorer désormais cette espèce d'équilibre retrouvé ou de ce caractère beaucoup plus serein du fonctionnement de notre vie démocratique. Moi, je suis plutôt content qu'il y ait d'abord une forme d'efficacité au centre de l'action du gouvernement. Alors, ces derniers temps, on parle du budget de la France pour 2018, il y a cette fameuse mesure sur l'ISF, et ça renvoie un peu à cette image de président des métropoles mondialisées qui s'adresse essentiellement aux riches, aux classes... Allons au cœur de la question. Moi, il y a une mesure avec laquelle je suis en fondamental désaccord, qui est la baisse de la taxe d'habitation. Vous êtes contre ? Je suis contre, parce qu'elle coûte à mes yeux beaucoup trop cher. Je pense que, et c'est comme ça que le président de la République, quand il était candidat... C'était la compensation de la hausse de la CSG. L'a défendu sur un média en expliquant c'est aussi un geste qu'on fait vis-à-vis de cette France périurbaine, qui paye beaucoup de taxes d'habitation. Donc vous voyez, il faut regarder, et c'est un investissement beaucoup plus... un demi-point de PIB quasiment, beaucoup plus significatif que l'ISF. Et je crois qu'ensuite l'ISF, il faut dire ce qu'est cette réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt, c'est une politique qui vise à l'investissement productif. Donc la taxation du capital en France est délirante par rapport à nos concurrents européens. Ça nous tue parce qu'il n'y a pas assez d'investissement productif. Il y a enfin quelqu'un qui a le courage de le dire, de le faire, de le déclipser de façon intelligente et en même temps, titre du livre, de faire la taxe d'habitation qui est une mesure qui, à mes yeux, n'est pas nécessairement une mesure qu'on a les moyens de se payer. Alors si on doit résumer en quelques mots, le macronisme, c'est quoi ? Le macronisme, c'est quelque chose en devenir. Personne n'aurait pu dire il y a 2 ans, je vois qu'Emmanuel Macron va être élu président de la République, et il a d'ailleurs tout un corpus de doctrine. Je pense qu'il y a un certain nombre de thèmes qui sont importants. Les gens sont un peu perturbés. Oui, mais il y a un certain nombre de thèmes que le président a mis au cœur de la campagne avec du panache et du courage. L'Europe, la nécessité de dire la vérité sur la situation économique de la France et d'entamer un programme de transformation en profondeur. Ce programme de transformation, il vise sur un diptyque sécurité, responsabilité.
sécurité devoir, sécurité effort, donc sécurité des emplois par de la formation, mais responsabilité des personnes. L'assurance chômage. Exactement. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de grands principes qui se dessinent. Je pense qu'on est qu'au tout début de ce qu'est le macronisme. Le parti est jeune, le président de la République a 6 mois d'expérience dans ses fonctions, tout ça va se forger avec le temps. On essaye dans le livre, avec Alice et Olivier, de donner un certain nombre de grilles de lecture, de scénarios, en ouvrant les choses. On n'est pas, nous, on n'est pas les savants du macronisme, mais on essaye effectivement de comprendre vers quoi tout cela pourrait tendre. Alors, vous dites en même temps dans votre livre que les apôtres de la troisième voie, puisque c'est un peu une troisième voie, Bill Clinton aux États-Unis, Gerhard Schröder en Allemagne, Tony Blair en Grande-Bretagne, ils ne sont plus là. Donc l'avenir du macronisme, c'est quoi ? Ils ne sont plus là pour des raisons qui sont toutes très différentes. Oui. Blair a connu une faillite morale terrible autour de la question irakienne, par exemple. Et puis Gerhard Schröder, c'est... Schröder, il a essayé de mettre... Enfin, il a fait une réforme, on en parle encore. On en parle encore. Donc, et ça ne l'a pas rendu populaire. Oui, mais à la limite, Emmanuel Macron a toujours dit qu'il ne serait pas longtemps en politique. Il a toujours dit, vous savez, moi je ne ferai pas plus de 10 ans de politique. Il l'a dit à très nombreuses reprises. S'il est là pendant un quinquennat ou deux, et qu'il donne à la France les mêmes réformes, la même force économique que Schröder a donné au début des années 2000 à l'Allemagne, je signe tout de suite. Faites-moi signer le contrat. Alors en juin dernier, l'hebdomadaire britannique The Economist avait mis à sa une, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un Emmanuel Macron conquérant, et il y avait des pieds de femmes, on imagine que c'est peut-être, on ne sait pas, enfin c'était au moment du Brexit. Il titrait Emmanuel Macron le sauveur de l'Europe. Alors on a vu récemment Emmanuel Macron faire un grand discours en proposant énormément de choses, alors qu'Angela Merkel est dans une situation pour l'instant, on ne sait pas trop, avec sa nouvelle coalition. C'est bien joué de jouer comme ça, le leader qui prend des initiatives, qui annonce un tas de propositions, plus ou moins réalistes. On est à un moment critique. On est à un moment critique de l'histoire de la mondialisation, qui est une histoire récente, qui a une trentaine d'années. On a aujourd'hui un continent européen qui est coincé entre la Chine et les États-Unis. Et ce continent européen, c'est notre nouvelle souveraineté. Je pense que c'est un des thèmes forts que le candidat... Et il va mal. Il va mal alors qu'il a beaucoup de populisme. Alors qu'il a tout pour aller bien. Regardez, l'Allemagne a tout pour aller bien. C'est un pays où il y a très peu de chômage, 4%, une croissance économique très forte, des excédents commerciaux. Il y a tout pour aller bien. Ce qui fait défaut, c'est la pédagogie. Et la pédagogie ne peut être faite, servie que par des leaders. Mais il faut être plusieurs pour faire ça. Oui, bien sûr. Mais ce que propose aujourd'hui Emmanuel Macron, me semble-t-il, c'est un nouveau leadership pour le continent européen, à l'intérieur du continent européen et du continent européen lui-même, avec une capacité à discuter d'égal à égal, avec Trump, avec Poutine, avec les Chinois, avec Xi Jinping. Mais pour cela, il faudra convaincre ses mais camarades européens. Il faut bien que quelqu'un commence à le faire. Moi, je suis convaincu que rendre de la fierté aux Français à travers l'Europe, avoir mis la campagne européenne à ce point, on le montre aussi dans le livre, au centre de sa propre campagne, avoir mis l'Europe au centre de sa propre campagne est quelque chose de très courageux, de très disruptif pour le coup, et qui est véritablement quelque chose dont on a besoin parce que c'est l'alliance entre la souveraineté et le besoin de protection des Français et le besoin que nous avons tous collectivement, vis-à-vis des GAFA et des menaces qui nous entourent, d'avoir un continent européen qui fonctionne. Voilà, on verra s'il arrive à trouver des amis, enfin des chefs d'État qui le suivent. Mais ce qui est très pas le tout d'être tout seul. Mais ce qui est très fascinant, c'est que regardez, nous vivons ce moment où, pour la première fois depuis des années, un président a osé remettre la question européenne au centre du jeu, et français et européen, et le Front National est en train de se diviser, de non pas détruire, mais dissoudre un certain nombre de choses qu'il avait acquises ou construites, autour justement de la non-explication des espèces d'inepties européennes qu'il nous raconte. On pourrait sortir de l'euro, ça serait meilleur pour le pays, alors qu'on sait que c'est notre ruine assurée, et on voit que c'est la faillite du Front National, cette affaire. Donc je trouve que le moment est intéressant, et nous rend fiers comme Français. Laurent Bigorre, merci beaucoup pour votre venue et pour ce livre donc, que nous conseillons et qui a le mérite d'offrir une vision vraiment analytique du phénomène Macron et de ce que ça renvoie sur l'image de la France et des Français. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne lecture.